Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, je suis toujours au salon de l'investissement immobilier à Bordeaux. J'en ai profité pour tourner quelques épisodes, enregistrer quelques épisodes à l'occasion de ce salon. Il y a beaucoup d'investisseurs ici, il y a beaucoup de professionnels du monde de l'immobilier et de l'investissement de manière générale. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir, maintenant à cette heure-ci, c'est-à-dire midi et quart, on est dimanche, dernier jour du salon, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Delage. Salut Sophie. Salut Julien, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de t'avoir. Écoute, j'étais content de te croiser hier parce que, comme je te le disais, Sabrina et moi, on voulait venir voir ta conférence qui portait sur le co-living, un co-living de 14 chambres. C'est pas un petit co-living. Oui. Et on n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu un petit décalage dans l'organisation, donc on n'en veut pas à Thibaut évidemment, mais c'est sûr que du coup ça a un peu chamboulé l'agenda. Même nous qui intervenions sur une conférence, on a été un peu chamboulés, et du fait de notre intervention on n'a pas pu assister à la tienne qui était censée être avant la nôtre. Mais je suis très content de t'avoir croisé parce que tu nous as expliqué ce qu'était le co-living, quel avait été ton projet, ce que tu faisais, et je me suis dit mais il ne faut pas qu'elle le dise qu'à moi, il ne faut pas qu'elle le dise qu'aux dizaines de personnes ou centaines de personnes qui étaient là ce week-end. Il faut qu'elle le dise à tout le monde. Il faut qu'elle en parle parce que vraiment, c'est chouette ce que tu as fait. Voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter de manière assez large, revenir un petit peu sur ton parcours déjà ? Donc, je m'appelle Sophie Delage, je suis originaire d'un tout petit village de Charente où j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs. Donc j'ai eu la valeur travail très intense quand j'étais jeune. J'ai vu tout le temps mes parents travailler dur, épargner, mais ne jamais profiter. Donc en fait, je me suis promis que plus tard, je pouvais m'offrir une vie plus libre et avec de l'argent et des loisirs. Et donc j'ai bien travaillé à l'école et je suis devenue en quelque sorte une working girl à Paris. J'étais chef de projet informatique chez Accenture et ensuite chez un éditeur de logiciels financiers. Et au bout de quelques années, en fait, j'ai vite déchanté. J'étais au bord du burn-out. Donc, j'ai eu besoin d'une pause. Et là, entre deux postes, donc j'étais prête à rentrer chez Deloitte. J'ai eu besoin d'une pause. Donc, en fait, pour rentrer chez Deloitte, il me semble, c'était 4 entretiens. Au dernier entretien, en fait, avec l'associé, je lui ai dit que j'étais pas prête, en fait, d'arriver chez eux pour bosser à fond comme je le faisais auparavant. Ça faisait déjà 4 ans que je faisais ça, sans vraiment avoir de vraies vacances. Donc, j'avais plus d'énergie et je leur ai demandé quelques mois de pause. Et là, donc, je suis partie 3 mois. Donc, il a accepté parce qu'il m'embauchait pour mon profil plus que pour un projet. Donc, il a accepté. Je suis partie 3 mois en Asie. Et là, moi qui avais jamais voyagé, jamais pris de vacances avec mes parents auparavant, donc c'était vraiment le dépaysement total. Et je me suis rendu compte que il y avait une vie ailleurs et que la meilleure vie, c'était pas de travailler 40 heures ou 50 heures par semaine à Paris, en tailleur, à la Défense, avec une vie infernale. Donc, quand je suis rentrée, j'ai pris ce poste qui m'était dédié, que j'avais convoité depuis longtemps, mais malgré le fait que j'en rêvais depuis longtemps, j'ai pas réussi à me remettre dedans. Donc, au bout de 3 mois, durant la période d'essai, j'ai bien réfléchi, j'ai mis les plus, les moins chaque jour, les pour, les contre, si je restais ou pas. Et j'ai finalement décidé de tout lâcher. Donc, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire ensuite, mais je ne pouvais plus continuer comme ça. Donc, une chose que je voulais faire, c'est continuer à voyager, comme j'avais commencé pendant ces 3 mois. Donc, j'ai pris un billet aller et je suis partie voyager en sac à dos. Donc, en gros, j'avais acheté un premier appartement à Paris durant ces 4 premières années à Paris. Et je l'ai mis en courte durée, ce qui a bien marché. Je payais mes mensualités et mes charges et ça me payait aussi mon voyage. Donc, en gros, vu que la vie finalement de voyage en backpack, ça me coûtait vraiment 3 fois moins cher que ma vie parisienne au final. Donc, c'était pas ça qui m'arrêtait. Donc, j'ai été jusqu'au bout que j'en avais
plus besoin de continuer de voyager. Et finalement, c'est émotionnellement, quand on voyage seul, il y a un moment, les proches et la famille manquent beaucoup. Donc j'ai fini par rentrer après 9 mois merveilleux où j'ai rencontré des gens de partout dans le monde et des cultures très diverses. Ça m'a énormément donc ouvert l'esprit et avec développé. Ça m'a aidé sur mon développement personnel. Et quand je suis rentrée, donc du coup, là, complètement perdue, mais une chose était sûre, c'est que c'était acté, je pouvais pas revenir dans ma vie d'avant. C'était impossible. J'avais trop goûté à la liberté, j'avais pris du recul, je savais que j'avais besoin de sens dans ma vie et plus de temps, de liberté et de vivre en fait des projets qui me passionnent. Donc je suis rentrée vers Bordeaux du coup parce que ma famille est en Charente et j'avais fait mes études à Bordeaux. Et je me suis mis à essayer de trouver des sources de revenus alternatifs. Donc j'ai commencé à faire un petit blog voyage. Ça n'a pas donné grand-chose, mais j'ai pu me rapprocher de personnes qui faisaient un peu de business en ligne. Et j'ai commencé là à faire du dropshipping. J'ai fait un petit peu d'argent comme ça. Donc je me suis constitué une petite épargne. Quel secteur ? Des jouets. Les jouets. Voilà, donc j'ai fait un petit peu d'argent comme ça. Le dropshipping, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait un principe e-commerce sans stock, c'est-à-dire que le stock est porté par le fournisseur et l'expédition se fait direct client par le fournisseur. Voilà, tout à fait. Toi, tu t'occupes que de l'interface finalement qui met en relation le produit avec le client, donc le visuel, le prix, le panier, et après toute la logistique est externalisée. Les et publicités le stock, surtout. Et tu t'occupes du marketing évidemment, qui est le nerf de la guerre sur l'e-commerce. C'est ça. Et là, à ce moment-là, il y a la LGV qui est arrivée à Bordeaux, donc les prix de l'immobilier augmentaient, il y avait une forte attraction sur Bordeaux. Donc, j'avais eu envie de faire un petit investissement et je me suis dit, Airbnb, ça fonctionnait super bien à Paris quand je suis partie, en fait, 9 mois. Là, Bordeaux commençait à être bien connu avec sa notoriété, avec le vin également. Je me suis dit, pourquoi pas le faire à Bordeaux ? En plus, avec la LGV qui rapproche Paris à Bordeaux en 2 heures. Donc, j'ai fait des visites et j'ai trouvé un tout petit studio, tout délabré, tout moche. Et je me suis mis à faire les rénovations toute seule. Et là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à prendre toutes les décisions sur la déco, sur les matériaux. Tu as tout fait, quand tu dis toute seule, c'est que tu as tout Alors, fait j'ai tout fait toute seule, sauf la plomberie et l'électricité. Okay. Je me suis pas lancée dans les trucs techniques. Tu avais du placo à faire et tout Voilà, de placo, démolition, tous les sols, tous les carrelages. Et tu n'avais pas forcément d'expérience, parce que chez Deloitte et chez Accenture, c'est pas voilà, trop... pas du tout, mais comme j'ai quand même grandi dans une famille d'agriculteurs où le travail est manuel, donc je suis quand même manuel, donc je pense que ça m'a aidé. Quelques tutos YouTube et c'est parti. Tutos YouTube, beaucoup de tutos YouTube, et après c'est quand même, pour moi, les travaux c'est assez intuitif finalement. Après, on pense par soi-même, après on vérifie sur YouTube si on a raison ou auprès des conseillers chez Leroy Merlin, mais c'est plutôt assez intuitif. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir et je l'ai mis en location, ça a marché. Donc entre 2005 et 3000 euros pour ce studio par mois. C'est fou. Donc oui, c'est fou. Combien de mètres carrés 23 mètres carrés. 23 mètres carrés, 2005, 3000 euros de loyer brut, du coup. Bah oui, c'est par génial. mois, c'est impressionnant parce que ça se loue combien un studio en longue durée En longue durée, équivalent à peu près 500, 550 peut-être. Ah ouais, pas plus que ça. Pas plus, non. Ok. Bah, c'est le courte durée qui fait ça. On attire, enfin là c'est vraiment mon cœur de cible, c'est les étrangers et ils sont très contents, ils sont hyper bien placés, c'est atypique. On a vraiment un studio avec les pierres bordelaises en hypercentre, il plaît énormément. Et il y a des réglementations au niveau mairie à Bordeaux pour les loueurs en courte durée ? Oui, alors tout ça c'était avant 2018, donc la loi de compensation qui est arrivée début 2018. Donc en fait j'ai fait un changement de destination sur le bien pour que ça soit un bien commercial. D'usage ou de destination ? D'usage. D'usage. En fait, c'est ça. Donc c'est pas la différence pour ceux qui ne savent pas, un changement d'usage c'est temporaire, c'est souvent 2 ans. Un changement de destination c'est définitif et c'est vraiment inscrit à l'urbanisme que vous transformez votre appart en local commercial. Ce qui est très peu accepté dans ce sens-là parce que ça manque d'invitation normalement dans les grandes villes, donc vu la tension ils acceptent très peu. Ouais. Mais le changement d'usage c'est plus temporaire. Ouais. C'est bien que tu me le rappelles, je me souvenais plus de ce détail. Donc c'est bien d'usage. Et du coup, ce qui me permet ce changement, il est à vie finalement. Donc j'ai droit de le louer toute l'année. Donc, oui, du coup, t'as pas besoin de le renouveler. Parce que tu vois, à Toulouse, tu dois le renouveler tous les 2 ans par exemple. Ah ouais, non. Ouais. Moi, c'est à vie là. D'accord. Donc, ça, c'est cool.
Ouais. Ça, c'est cool. Ouais, donc toi, t'es tranquille, quoi. C'est-à-dire que la Donc loi de là, compensation ouais. qui consiste, tu peux nous en dire un peu plus, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste, mais cette loi de compensation qui arrive en 2018, toi, finalement, elle ne te concerne pas pour les investissements qui ont été faits avant, parce que le changement d'usage est valable à vie. C'est ça. Ok. Et cette loi de compensation, tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est, du coup? En fait, c'est plus ou moins pour interdire des nouveaux logements à Bordeaux en courte durée, parce que ça réduit le parc locatif classique. Et ça consiste en quoi? En fait, maintenant, pour créer par exemple la même chose, le même type de projet, il faudrait trouver un local commercial de même superficie dans le même quartier et le transformer en habitation. Donc en gros, c'est presque une interdiction. Donc en fait, c'est une compensation. Il faut que le nombre de mètres carrés habitables à Bordeaux ne change pas. Ouais, d'accord. Après, il y en a toujours qui trouvent des solutions en réhabilitant des espaces commerciaux, des boutiques, etc. dans les rez-de-chaussée et en faire des appartements. Oui, donc l'idée, c'est on peut faire de la courte durée dans un local commercial sans problème. Voilà. Par contre, si c'est une habitation, il faut prouver qu'on transforme un local commercial en habitation. C'est ça, tout à fait. Ok. Donc là, j'avais gagné. Là, pour revenir sur ma petite histoire, le but c'était de trouver un revenu alternatif. Finalement, en payant mes mensualités et mes charges, ça me revenait donc en cash flow 1 600 €. Donc ça y est, j'étais sauvée en fait. J'étais sauvée, j'avais trouvé cette source de revenus plutôt stable. Et surtout, j'avais eu envie de recommencer puisque ça m'a plu réellement plu de faire la rénovation. Donc là, j'ai réitéré, j'en ai acheté 2 d'un coup. Là, j'ai monté une société, j'en ai acheté 2 d'un coup. T'as monté quoi comme type de société? J'ai fait une SASU. Ok. Parce que j'ai considéré, avec mon comptable, on considère que c'est une activité donc commerciale finalement, et ça permet de passer plus de charges d'exploitation également. Pas de problématique de TVA du coup? Non, on a le choix en fait. J'ai le choix de le faire ou pas. J'ai choisi de pas le faire parce que justement après il y a très peu de charges après les travaux. Ouais, donc tu la payes pas, mais tu la récupères pas non plus. Voilà, c'est ça. Okay. Ça simplifie aussi. Ok. Donc j'ai fait 2 autres appartements comme ça, 2 T2 qui fonctionnent très bien aussi. Donc chacun, pareil, 1 500 € de cash flow en plus. Donc en moins de 2 ans, j'ai surpassé mon ancien salaire de chef de projet informatique. Donc là, on parlait de la loi de compensation, elle arrive à ce moment-là. Donc je pouvais plus faire de nouveaux projets comme ça. Donc il a fallu que je me suis poussée sur la réflexion d'un nouveau marché et où une nouvelle exploitation. Et là, moi, originaire de Charente, j'entends parler d'Angoulême de par l'école de Xavier Niel qui s'y implante par exemple, et l'école européenne de Airbus qui s'y implante. Donc je me suis dit, ce sont quand même des indices de développement. Et pas mal c'est la ville de la BD, donc il y a pas mal d'écoles d'animation qui s'y implantent aussi. Donc je me suis dit, en plus c'est une ville que je connais, j'y suis originaire, j'ai fait mon lycée là-bas. Je me suis dit, allons-y pour faire des visites là-bas. Donc je me suis dit au début, je vais faire une petite colocation. Enfin une colocation, en fait, on a toujours défini une colocation comme 3-4 personnes à l'origine. Donc je vais faire une colocation. Je cherche une maison, une petite maison et tout. Et là, je tombe sur une grosse maison. En fait, moi, j'ai tellement l'habitude. J'ai acheté à Paris, donc 8 000 € le mètre carré. J'achète à Bordeaux, 6 000 € le mètre carré. Déjà, je trouvais ça pas cher. J'arrive là-bas, c'était 800 € le mètre carré. Donc, j'ai dit, c'était pas possible pour moi de viser des petits trucs. En 800 € le mètre carré, c'est à peu près la moitié de la rénovation du donc là-bas, je trouvais du tout coût de la pas rénovation, cher. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là-bas, je trouvais tout pas cher. J'avais envie de tout acheter. Donc, donc voilà. Donc je me suis dit, j'achète une grosse maison. Je suis tombée sur le charme de cette maison en hyper-centre, proche de la gare et tout. Et j'ai dit, je prends le risque, je fais une énorme colocation. Et c'est comme ça que je l'ai présenté à ma banque. Mon conseiller et mon chef d'agence, je leur ai présenté ça comme une colocation XXL. Parce qu'à ce moment-là, le terme co-living, en fait, il n'existait pas. Ou peut-être, mais à l'étranger, en tout cas, moi, j'en avais pas conscience. Et quand j'en parlais autour de moi, même tout le monde me disait, non, c'est quand même très risqué. Qui va vouloir habiter avec une dizaine de personnes? Vraiment, beaucoup avaient des doutes. Ah ouais. Donc beaucoup de réticences quand même à la base. C'est ça. Et moi, j'avais peur aussi. Mais mes banquiers étaient plutôt emballés. Même mon chef d'agence m'a dit, Sophie, vous êtes visionnaire. Ça m'a fait rire, mais... Ça fait plaisir aussi. Ça me fait plaisir, ça m'a fait rire. Mais plus tard, pendant les travaux, la phase travaux, ce terme co-living est arrivé. Il y avait des articles qui parlaient de ça, ça se développait en France. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, ça va marcher. Je suis en train de faire ça, en fait. Donc, je peux au moins mettre un vrai nom dessus. Donc, c'est un co-living que je suis en train de faire. Donc, voilà. Donc, j'ai passé
Alors, la petite histoire, c'est que j'ai signé l'acte d'achat juste avant le confinement et j'ai décidé de me confiner dedans. Ah oui, pour faire les travaux. Ben, en fait, je me suis dit autant pas perdre de temps. Donc, j'ai commencé à travailler sur les plans, sur chercher des artisans, les devis, organiser, faire des plannings et la démolition. Donc, c'était une expérience parce que cette grande maison, elle était délabrée. C'était un peu flippant. Des fois, il fallait que petite histoire, anecdote, j'allais dans le sous-sol pour ouvrir ou fermer l'arrivée d'eau chaude, Ah ouais. d'eau générale. Et je courais limite parce que c'était flippant. Et aussi, je démolissais la plupart des isolations. Je détruisais des cloisons, donc il y avait de plus en plus de courant d'air, ça passait entre les planchers et tout. Donc j'avais un petit chauffage d'aplomb, je faisais sauter quasiment toutes les prises qui restaient à force. C'était vraiment une expérience, sans voir personne pendant un mois. Et c'est quand même, il y a un environnement quand même autour ou c'est plutôt isolé aussi? Ah non, c'est en hypercentre. C'est en hypercentre, donc ouais, vraiment, mais il y a pas de terrain autour, c'est vraiment. Non, c'est quand en même hypercentre. Du monde à gauche et à droite, quoi. Voilà. Okay. Et puis même à gauche, il y a une grande prison. L'histoire, c'est que d'un côté, j'ai la prison, de l'autre côté, j'ai les flics, en fait. Ah ouais, il y a une prison en hypercentre. Ouais. Ah ouais. Une vieille prison, toute en pierre, c'est... Ouais. Mais elle est encore... Elle est encore active. En service, ça? Ouais. Ok. Donc toi, tu t'es emprisonné là-dedans aussi, finalement. Emprisonné, en même temps, j'étais très excitée de commencer ce projet. Et puis je me suis dit, en plus, je perds pas de temps. Non, j'étais plutôt fière d'être dedans et d'avancer. Donc en gros, ce projet, il m'a pris 14 mois full-time. Vraiment full-time. J'ai pris aucun week-end. En gros, j'ai pris 4 jours off. Mon anniversaire, 1 jour à la plage, Noël le premier de l'an. Ouais, ok. Et toute seule? Toute seule, non, j'ai pris des artisans. Les entrepreneurs, mais je veux dire, c'est toi qui as piloté ça toute seule, quoi. Voilà, j'ai piloté ça toute seule. J'ai pris des artisans pour la plomberie, l'électricité, une grosse partie du placo, une grosse partie de la peinture aussi. Et moi, j'ai fait toute la démol, j'ai fait tous les sols, toutes les salles d'eau, tous les carrelages, toute la pose de la cuisine, et tout l'extérieur, enfin, après toute la gestion. Tout à l'heure, je parlais de toi avec une personne et cette personne me disait que niveau travaux, tu avais l'air très très calé et surtout tu t'étais vraiment beaucoup impliqué et que tu mettais la main à la pâte, quoi. C'était pas du pilotage d'artisan mais que tu t'y filais toi aussi, quoi. Oui, effectivement, j'ai fait pas mal de postes moi-même et toute la gestion des artisans. Après, je pense que c'est nécessaire sur des gros projets. Je pense que c'est nécessaire pour comprendre les techniques et puis par la suite, quand je voudrais déléguer, de pouvoir bien lire les devis et de ne pas se faire avoir sur des devis qui sont gonflés parce que certainement les artisans pensent que j'y connais rien. Ou que tu es une femme. Ou que je sois une femme, effectivement. C'est la réalité. Par défaut, aussi. Effectivement, ils peuvent vouloir en profiter. Ok, donc à toi, on ne te la fait pas à l'envers, quoi. Non, on me la fera pas à l'envers, c'est sûr. C'est bien. Okay. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu du coup de ce co-living et que tu nous partages les chiffres parce que je sais que tous les gens qui nous écoutent sont vraiment toujours très intéressés par les chiffres. Et puis après, tu vas nous dire aussi comment tu es arrivé justement à obtenir tous ces chiffres parce que c'est pas juste en claquant des doigts. Hein. On a compris déjà que tu t'étais investi à titre personnel dans le sujet. Mais est-ce que tu peux nous faire rêver un peu avec tes chiffres? D'accord. Alors, c'est un projet qui m'a coûté au final 490 000 €. On est sur combien de mètres carrés? À l'origine, 300 mètres carrés. Mais j'ai optimisé un maximum sur l'espace. J'ai créé l'espace habitable. Et donc, au final, 400 mètres carrés. Donc, ça te revient vraiment pas cher au mètre carré? Tout à fait. Travaux inclus? Travaux inclus. Ok. Donc, pour un loyer mensuel total de 7 000 €. 7 000 € de loyer, donc ça fait 500 € la chambre, 14 chambres. Voilà, en moyenne, donc suivant la typologie des chambres, j'ai un loyer différent, mais en moyenne, c'est 500 € charges comprises. Ok. J'ai une mensualité environ de 2 000 €. Autre charge de 1 500 €. T'as mis de l'apport là, du coup? Alors, longue histoire. À l'origine, j'avais pas prévu de faire du haut de gamme. J'avais pas prévu de faire une salle d'eau par chambre. J'avais prévu en plus 11 chambres et pas 14. Bref, le projet, il a évolué au fil du temps, au fil des travaux. J'avais prévu 350 000 € le projet, plus 30 000 € d'aménagement financé par la banque. Ils m'ont financé à 110%, sans apport à l'origine. Mais au fur et à mesure, donc j'ai eu besoin de plus parce que j'ai changé tout. Et j'ai apporté au final quasiment 100 000 €. Ok. Alors comment?
j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas demandé un autre crédit. C'est parce que avec le Covid, c'est tombé pile poil pour moi. Décidément, ce Covid, il était fait pour moi. En fait, toutes mes mensualités de mes autres projets, de mes autres appartements à Bordeaux, à Paris, etc., tout a été décalé de 6 mois. Ah ouais, tu les as gelés pendant 6 mois. Je les ai gelés pendant 6 mois. Mais je remplissais quand même mes Airbnb. Il n'y a que le premier mois de confinement que tout était vraiment vide. Mais après, je remplissais quand même les autres confinements tout le temps. Je remplissais par des professionnels, des gens qui se déplaçaient quand même. Enfin, je suis hyper bien placée. Donc, je remplissais. Donc, en fait, je faisais du chiffre d'affaires. Je ne faisais pas de mensualité. Donc, j'ai fait énormément de trésorerie. J'ai fait aussi un petit peu d'argent sur la bourse, un petit peu sur les cryptos. Enfin, tout ça cumulé. En plus du fait que je profitais de rien, finalement, j'avais aucune vie sociale. Donc, en fait, moi, tout allait dans ce projet. Et au final, voilà, ça m'a coûté 100 000 euros de plus, mais que j'ai fourni moi-même. Ok, intéressant. Donc, c'est pour ça que tu n'as entre guillemets 2 000 euros de mensualité et pas plus. Exactement. Parce que si tu avais dû emprunter les 100 000 de plus, tu serais plutôt à 2005, quoi. Voilà, tout à fait. Bon, ce qui est déjà quand même très confortable avec 7 000 euros de loyer en face. Hein. C'est ça. Donc, ça fait un cash flow hors impôt, bien sûr, de 3 500 euros par mois. 3 500 euros brut de cash flow par mois une fois que tu as enlevé les charges. Donc, non, net, sans les charges, mais 3 500 net. Oui. Hors Quand je dis brut, c'est brut en termes de revenus, quoi. En termes de revenus pour toi. C'est-à-dire qu'après, tu vas payer ta fiscalité, tu vas éventuellement, voilà. tu vas payer tes impôts, bon, etc. Là, les impôts, moi, finalement, je vais quasiment pas en payer sur les prochaines années parce qu'avec l'amortissement... sauf que mon comptable, la dernière fois, m'a dit que c'était tellement rentable que ça va être compliqué. C'est ça le problème des projets trop rentables. C'est que... Mais on va faire des frais kilométriques, on va se débrouiller. Il y a des petites astuces quand même. Ouais. Attention aux projets trop rentables. Plus de resto, plus de frais kilométriques. C'est ça. Ça va le faire. Et puis quelques petits sujets informatiques, un petit ordinateur. Ou des formations sur un kite, sur un yacht en Égypte, comme j'ai fait cette année. Ah ouais, ça c'est la boîte qui l'a payé. Bah oui, évidemment, c'est une formation IMO. C'est vrai, j'ai vu Kite and Business. Voilà. C'est ça. Tout ça, ça passe dedans. Ok, donc c'est chouette. Donc 3 500 euros de cash flow. Donc si on t'écoute comme ça, finalement, si on en reste là et qu'on arrête l'épisode, on se dit putain c'est génial. Ça vend du rêve. Je vais emprunter 400 000 balles à la banque et puis je vais arrêter de bosser et je vais gagner plus d'argent qu'à passer 4 heures dans les bouchons par jour, quoi. C'est ça, ça fait rêver. Mais malheureusement, voilà, comme j'ai dit, ça m'a pris 14 mois de ma vie, donc c'est pas rien. Et j'ai fait énormément d'optimisation. Alors, c'est quoi, quand tu es parti dans ce projet de co-living, c'est quoi ta vision du co-living à la base? Toi, est-ce que à la base, ton concept à toi, quoi. J'ai voulu faire un endroit tel que moi-même j'aurais aimé le vivre. Alors l'idée, c'est de pouvoir de vivre en communauté avec plein de gens, mais en même temps, j'aime mon intimité. J'aime mon confort, j'aime le silence, j'aime pouvoir me ressourcer dans ma chambre et ne pas partager par exemple ma salle d'eau. Donc j'ai fait une salle d'eau par chambre. Donc l'idée, c'est vraiment une vie en communauté, des espaces en commun pour faire des soirées, pour passer du temps ensemble, tout en étant indépendant. Donc presque des mini-apparts dans un grand bâtiment. C'est quoi la surface moyenne là, justement des chambres, des mini-apparts? Ouais, 17 mètres carrés. Ça va de 13 la plus petite à 24 mètres carrés. Ok. Ah ouais, donc c'est royal, 24 mètres carrés. 24 mètres carrés au sol, en fait, sous les combles. Ah, okay. C'est pour ça que... C'est là où tu es allé grappiller de la surface, voilà, du coup. J'ai grappillé le maximum de surface. J'ai même créé une chambre dans le poulailler au fond du jardin. Ok. Pour faire la 14e chambre. J'ai longuement hésité, mais au final, le locataire est hyper content. Bah ouais, parce que lui, il a un petit extérieur, il a personne en haut, personne à côté. Voilà, il est tout seul dans son petit... en fait, il appelle ça ma van life. Parce que, fait, pour monter sur son lit, vu que c'est tout en long, pour monter sur son lit, il peut même pas aller sur les côtés, donc il saute sur son lit. Et tu lui as laissé les poules ou pas? Il a toujours... non, il a pas de poules. Non. Ça aurait été le petit plus, hein, en autosuffisance sur les protéines. Ah, le pauvre... Non, c'est nickel, c'est propre et c'est pas comme le poulailler. Bon, ok, donc cool. Et qu'est-ce que tu as d'autre dans ton concept aujourd'hui qui fait de ton co-living un truc un peu plus haut de gamme? Déjà, je fournis le ménage des communs. Je fournis aussi tous les consommables des communs, c'est-à-dire liquide vaisselle, papier toilette, sac poubelle, etc. Donc, il y a une personne qui vient chaque semaine pour fournir tout ça et faire le ménage, l'entretien du jardin. Et puis aussi, j'ai choisi des matériaux et des aménagements confortables. Combien ça te coûte, ces services que tu apportes à tes locataires? Par exemple, le ménage et le refoulement des
des consommables, je paye 15 € de l'heure une personne qui vient 3 heures par semaine, donc 45 € par semaine. Ouais, donc ça te coûte pas grand-chose, quoi. Non. 180 € par mois, 200 € par mois, quoi. Voilà. Ouais, sur les 7 000 de loyer, c'est pas ça qui va te... C'est un confort qui est nécessaire pour le coup. Vu que 14 personnes, ça serait compliqué après de dire chacun fait le ménage. Enfin, c'est compliqué. Après, ça n'empêche pas qu'il faut mettre un planning en place pour qu'il y ait 2 responsables minimum par semaine pour la gestion du quotidien. Vider les lave-vaisselle, sinon personne ne veut le faire, ou sortir les poubelles. Donc là, c'est moi qui l'ai mis en place au départ, un planning avec 2 personnes par semaine. Maintenant, il continue à le faire parce que sinon, ça serait vraiment... personne n'a envie de le faire. Finalement, ça revient tous les jours. De lave-vaisselle, ils sont pleins tous les jours. Non, c'est plein de petits trucs du quotidien comme ça, effectivement, qu'il faut anticiper. Ouais. Voilà. Ok. T'as quoi d'autre, du coup, dans des trucs un peu différenciants dans ton co-living? T'as fait, par exemple, toutes les chambres, elles se ressemblent? Ou t'as fait des chambres différentes? Ça dépend de la typologie déjà, ce que j'ai comme espace, comment c'est fait. Mais après, moi, j'ai vraiment kiffé faire parler ma créativité. Donc, en fait, quasiment toutes les salles d'eau sont différentes. J'ai kiffé prendre des carrelages qui me plaisaient et faire des associations qui me plaisaient, des couleurs. Donc, non, elles sont pas toutes pareilles, mais elles se ressemblent. C'est un peu le même style. Vous pourrez regarder sur ma page Instagram, elle s'appelle Coloc Saint-Roch. C'est tout le même style, un peu dans le thème d'une vieille maison en fait, mais modernisée. Ok, bon, chouette. Comment tu gères justement les entrées de ces locataires aujourd'hui là? Est-ce que les locataires qui sont à l'intérieur ont un droit de regard sur les autres ou pas du tout? Tout est complètement non. Je leur demande pas parce qu'en même temps maintenant j'ai l'impression de plus en plus c'est au dernier moment que je fais le bail. Donc je mets une annonce, en fait on reçoit un préavis donc 1 mois minimum avant, c'est la loi. Du coup je mets l'annonce directe, je me dis je me dis que c'est court comme temps pour chercher quelqu'un et au final à chaque fois c'est la dernière semaine que finalement je conclue un bail. Ok, ouais, donc tu t'y prends pas trop à l'avance et tu fais ça à distance? Je fais ça à distance. La majorité du temps, il n'y a même pas de visite parce qu'en fait, je choisis que des gens qui viennent extérieurs d'Angoulême pour l'esprit de cohésion parce que c'est nos gens du coup qui vont connaître personne à Angoulême, donc ils seront plus à même de vouloir créer des liens avec les colocataires. Et puis, ça permet aussi d'éviter les débordements. Si tout le monde vient d'Angoulême avec 10 amis, ils font vite des fêtes à 100, 150 parce que 14 personnes avec 10 amis, voilà, ça va vite compter. Ça fait du monde. Donc, mon choix, c'est de prendre des jeunes actifs, déjà plus calmes aussi que des étudiants, et des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont là pour des missions ou pour les nouvelles entreprises qui s'implantent à Angoulême. Ok. T'as combien de recul aujourd'hui sur ce co-living? Alors, au final, j'ai commencé à louer la première chambre en février 2020. Et au fur et à mesure que je finissais les chambres, j'habitais dedans en fait. Au fur et à mesure que je finissais une chambre, je mettais quelqu'un dedans. Donc ça me faisait... Février 2020 ? Non, février 2021. 2021, ouais, excuse-moi. Okay, ouais. Donc du coup, ça me permettait d'avoir des premiers loyers qui rentraient. Parce que là, j'étais à sec, je mettais tout dedans. Donc dès qu'il y avait une chambre de terminée, et la triple cuisine était finie, donc le premier espace en commun était fini, la chambre était finie, je mettais quelqu'un dedans. Et à chaque fois, donc quasiment toutes les 3 semaines, 1 mois, je faisais rentrer quelqu'un dès que je finissais une chambre. Et jusqu'à la dernière où j'ai quitté les lieux et j'ai loué ma dernière chambre, c'était en septembre l'année dernière. Et tu faisais quoi là quand tu habitais dedans justement? Tu faisais d'abord dernier étage, après en dessous Oui, c'est mieux de commencer à finir le deuxième étage et on descend. Et ouais, parce que pour la poussière et tout ça, les travaux. Ouais, c'est plus recommandé. Ouais. Ok, donc septembre 2021, t'avais tout fini. Voilà. Ok, donc là t'as un peu plus d'1 an de recul plein. C'est ça. Ok, t'as eu turnover depuis? Alors turnover, j'avais prévu un turnover par mois à peu près, et finalement c'est même beaucoup moins. Les gens s'y plaisent bien, donc j'ai dû en avoir 7 ou 8 en 1 an. Ok. Ouais, donc ça fait, on va dire, 2 ans en moyenne, quoi. Ça veut dire que les gens restent 2 ans en moyenne, quoi. Voilà, si on part sur ce principe, ça en tout cas, sur ça. cette base-là, ouais. Ouais. Ok, donc ça, c'est plutôt cool, finalement. C'est plutôt cool. Après, cool et pas cool, parce que j'ai envie d'augmenter les loyers tellement qu'il y a de la demande. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en va, ça me permet d'augmenter le loyer. Donc, je récupère 10, 20 ou voire 30 à chaque fois en plus. Donc, Et ça génère pas des discussions entre les locataires? À toi, tu payes plus cher, moi, je paye moins cher. Peut-être, mais bon, les chambres s'y prêtent.
Il y en a qui sont quand même plus grandes que Oui, d'autres. puis elles sont différentes. Et après, c'est le marché. Hein. L'inflation, c'est pour tout. Hein. Donc, si j'augmente les prix, c'est pareil. Hein. Ok. C'est une bonne réponse. Ça marche. Voilà. Donc, vu que tu es quand même assez calé sur les chiffres, comment tu as optimisé, toi? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives à cette rentabilité, justement, et à ce coût au mètre carré qui est quand même dérisoire? Parce qu'aujourd'hui, quand tu discutes avec quelqu'un qui fait des travaux et des rénovations, et moi, c'est mon cas, franchement, si tu veux faire du haut de gamme, tu es à 1500 euros du mètre carré en réno. Donc là, toi, tu es à 1000 euros, tout compris, avec l'acquisition. Donc, comment tu as fait? 1300 euros le mètre carré, après ça fait, oui, après acquisition. Eh bien, il y a plusieurs points. Déjà, j'ai fait beaucoup de travaux moi-même. Donc là, j'ai évalué. Approximativement, ça m'a fait économiser à peu près 80 000 euros. Ensuite, j'ai économisé sur les achats. Donc, pour l'aménagement, je surveillais les ventes aux enchères. Donc ça, faut prévoir à l'avance. Donc c'est ce que je me suis dit. En plus, j'ai ma meilleure amie en fait qui est commissaire-priseur à Drouot. Donc elle m'a dit. Mais non, mais c'est facile aussi. Non, mais c'est pas. Mais elle m'a donné ce plan. Elle m'a dit, mais il faut que tu te fournisses, voilà, comme ça, tu vas faire des économies de ouf. Et je suis tombée sur une liquidation d'un magasin Alinéa à Paris. Il y en a eu beaucoup, effectivement, il y a quelques mois. Ouais. Voilà. Donc ça, nickel. C'est de la préparation, c'est du boulot. Hein. Pendant une journée, je préparais les objets, les meubles que je voulais et le prix que j'étais prêt à mettre. Et toute la journée, j'étais devant la vente sur mon ordi et j'ai acheté tout l'aménagement pour toute la maison. Donc j'en ai eu pour 10 000 euros avec les frais de livraison 1200, je crois que j'ai payé. Et au final, c'était à l'origine, les prix d'origine. La totalité, ça pouvait faire 35 000 euros. Donc, ça fait vite quelques milliers d'euros qui sont importants dans la renta. Sur du matos qui est neuf. C'est ça, surtout sur du matos qui est neuf et en plus qui augmente la valeur perçue parce que normalement, j'aurais pris quoi? Certainement Ikea. Ouais. Et finalement, c'est beaucoup moins moins qualitatif visuellement et en plus réellement. Et dans le temps aussi. Et dans le temps. Donc là, j'ai mis que des canapés en cuir, donc c'est génial, quoi. J'aurais pas mis ça du tout. Hein. Des canapés à 2000 euros, je les aurais pas mis. J'aurais mis des canapés à 1000 euros. Là, j'ai des canapés en cuir à 1000 euros, alors que j'aurais dû les payer 2000, quoi. Et ça va, ils sont bien revenus là récemment j'y vais régulièrement en fait. Ouais. Quand je peux, c'est moi qui fais les états des lieux d'entrée et de sortie. Ça se passe très bien. Il y a pas, je touche du bois, mais il y a pas de débordement. Il y a pas de parasites qui pourraient des personnes qui pourraient faire basculer la coloc. Il faut faire attention à ça parce qu'il en suffit d'un des fois qui ramène des mauvaises fréquentations et que voilà. Ouais, et puis c'est surtout la responsabilisation en fait sur 14 locataires qui a fait l'écorche sur le canapé en cuir, quoi. Qui a écorché ce canapé? Ça, dans tous les communs, ça sera toujours le problème. Quand il y a un truc de cassé, personne ne voudra se dénoncer. Donc du coup, oui, c'est toujours la question. Parce que finalement, ton dépôt de garantie, il te sert qu'à garantir tout ce qui se passe dans la chambre. Dans la chambre uniquement. Donc, tout à fait. Il est même peut-être surdimensionné pour une chambre finalement. Ouais, c'est ça. Parce que tu prends quoi, 1 mois ou 2 mois du coup? Je prends 2 mois. 2 mois, ouais. 2 mois pour c'est surtout pour le risque qu'il ne paye pas le dernier loyer. Je fais ça. Ouais, J'ai pas envie de prendre le minimum. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui s'amusent à faire ça. Voilà. Et pour revenir sur les optimisations, donc pour moi, le troisième type, c'est que j'ai pas pris beaucoup d'intermédiaires. La recherche de biens, c'est moi qui l'ai faite. La recherche de financement, c'est moi qui l'ai faite. Les plans, je les ai faits. Et la déco. Donc, en fait, ce sont des postes que si on les délègue, ça coûte vraiment très cher. C'est des dizaines de milliers d'euros. Donc, là, ça joue vraiment directement sur la renta. Et puis, outre le fait que voilà, ça augmente ma renta, c'est vraiment des postes que j'ai aimé faire et que sans ça, j'aurais pas eu la même motivation de décider, de faire les plans, de décider de tout ça. Enfin, c'était des vrais kiffs pour moi. Donc, si je dois déléguer des trucs, ça sera plutôt les travaux bientôt, maintenant, pour la suite. Mais pas ces postes-là. Enfin, sauf peut-être l'architecte, parce que des fois, on n'a pas le choix. Il faut que ce soit des architectes agréés, mais... Oui, puis ça t'a permis finalement d'accumuler une expérience que tu n'aurais jamais eue si tu avais tout délégué. C'est ça. Et ça, c'est quand même assez fort parce que ça, c'est difficile, ça n'a pas de valeur palpable, mais pour toi, ça a une sacrée valeur pour demain aller plus vite, gagner du temps, optimiser. C'est ça. Voilà. Ok. Tu as d'autres trucs que tu as optimisés sur ce co-living et qui nous amène quand même à un rendement qui est quand même assez fou? Mais après, j'ai pas acheté cher, c'était juste avant, donc il y a ça qui joue. Hein. Ouais, c'est vrai. C'était juste avant le Covid et l'explosion à Angoulême. Ce marché, il a explosé là vraiment pendant le Covid. Maintenant, la même maison, si je l'avais achetée maintenant, dans l'état où elle était, c'est 1500 euros le mètre carré. Ça a doublé, donc ça s'est bien concordé en fait.
Et c'est intéressant que tu parles de la revente éventuelle, parce que si demain tu dois revendre, par contre, est-ce que le co-living n'est pas bloquant sur une typologie d'acquéreur? Ben non, au contraire, je vendrais le business. Hein. Voilà, mais là, Il tu a... ne peux le vendre qu'à Ah bah quelqu'un c'est qui va faire la même compliqué. chose, De toute quoi. façon, pour faire quoi une grosse maison comme ça, des familles, enfin, non, ça peut être que pour un investisseur. Je lui vends à tant de pourcentage de rendement et je le vends comme un business. Ouais, Je vends ok. la société même, je pense. Mais c'est pas le but de le vendre pour l'instant. Oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Mais déjà, si je vendais maintenant, je pense que j'ai bien 400 à 600 000 euros de plus-value. Ouais, t'aurais pas perdu ton temps, quoi. Ouais. Ça, c'est cool. Ok. Mhm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur des choses à savoir sur le co-living et à ne surtout pas, des erreurs à ne pas faire ou des choses justement à absolument faire pour créer un co-living aujourd'hui? Alors, oui, d'habiter à 14, ça, il y a des points techniques à mettre en place. Par exemple, pour l'eau chaude, on peut potentiellement avoir 14 personnes qui demandent, qui demandent à prendre une douche entre 7 et 8 avant d'aller au travail. Donc, il faut pouvoir fournir cette eau chaude. Donc, outre un ballon d'eau chaude qui ne suffirait pas, il faut mettre en place donc une chaudière performante qui permet de fournir de l'eau chaude à la demande. Et aussi, étant donné que la chaudière est au sous-sol, les chambres qui sont les plus éloignées, si on tire de l'eau chaude, on peut peut-être attendre 2 minutes. Donc, c'est pas le but. En plus, ça gaspille de l'eau. Donc là, j'ai mis une technique qu'utilisent les hôtels. C'est un circuit de bouclage. Ça fait donc pendant des heures définies, il y a de l'eau chaude qui tourne dans ces tuyaux. Donc quand la chambre la plus éloignée, par exemple, ouvre l'eau chaude pour prendre sa douche, elle va attendre 2 secondes parce que ça va puiser directement dans ce circuit plutôt que de traverser la maison. Et ça t'est venu comment, cette idée? L'idée de la solution, je savais qu'il allait y avoir ce problème, je me suis posé la question. La solution, c'est en parlant avec les plombiers. J'ai eu plusieurs. En fait, les artisans ont toujours leur avis propre, c'est comme pour tout. Ouais. Après, on fait notre propre. Souvent assez tranché d'ailleurs. C'est ça. Et ils disent tout et leur contraire, donc c'est compliqué. Mais après, on fait son propre choix. Mais il y en a qui m'avaient proposé de mettre un chauffe-eau par chambre. Je dis, mais j'ai pas la place et puis je trouve ça insensé, quoi. Donc j'ai décidé de faire ça quand il y en a un qui m'a proposé. Je dis, je pense que c'est son propre. Il faut faire son propre. Comme pour tout, hein. Moi, je passais mes soirées à chercher sur Internet, sur YouTube, les problèmes techniques et de m'en faire mon propre avis et ma décision. Bien sûr. Bon, en tout cas, ça semble être une solution assez optimale, quoi. Ouais. Ok. Ça marche bien. J'ai pas eu là-dessus. Personne se plaint. Tout le monde a de l'eau chaude quand il faut, apparemment. Ouais, nickel. C'est le principal. Et la après... deuxième chose, pour moi, qui était hyper importante, c'est de pouvoir avoir un espace dans sa chambre silencieux si on veut se mettre à l'écart et pas fort. Parce que, en fait, 14 personnes, même si ce ne sont pas des étudiants qui apportent plein de gens à la maison, ça fait quand même du bruit. Hein. Donc, il faut pouvoir s'isoler. Donc, l'isolation phonique, j'ai mis le paquet. J'ai cherché un moyen d'isoler bien les chambres entre elles. Et donc, en fait, les cloisons, j'ai pris la technique de la double peau, en fait. Donc, une cloison normale, c'est une plaque de placo, le rail, la laine, et puis une autre plaque de placo. Et là, j'ai doublé les plaques de placo, de part et d'autre. T'as doublé le placo, t'as pas doublé le rail? Non. Ok, donc t'as pas fait des cloisons qu'on appelle SAD, comme quand on fait de la division, par exemple. Ah non. Quand on divise, tu vois, un immeuble en plusieurs apparts, on fait des cloisons, ce qu'on appelle SAD, et on double, en fait. J'aurais pu, mais ça aurait été encore plus de perte d'espace. Ouais, tu perds d'espace, forcément. Okay. Donc, j'ai choisi cette solution. Et du coup, c'est suffisant? C'est suffisant. Ouais. Genre, j'ai déjà posé c'est la placophonique ou placo standard? Placo standard. Placo standard. Ouais. Parce qu'après, il y a la solution placophonique aussi qui coûte beaucoup plus cher. Mais en fait, oui, ça coûte beaucoup plus cher. Et en fait, les plaquistes que j'ai pris préféraient bouger 2 fois plus de plaques que de mettre ça. Ouais, alors. Je trouve ça bizarre. Placophonique, c'est très lourd. Et moi, je l'ai fait sur une chambre et par contre, ça fonctionne très très bien. Ouais, vraiment, t'entends rien et tu perds pas de place. Mais il faut que les joints soient bien faits aussi. Oui, après, il faut que les joints soient bien faits. Il faut que l'étanchéité des portes aussi. Voilà, soit bien faite, que la menuiserie, etc. Mais c'est quand même assez efficace. J'ai plus la différence de prix en tête, mais c'est quand même assez efficace. J'ai jamais utilisé, mais j'y penserai par la suite. Ouais, quand dans des petits espaces où vraiment tu dois quand même gagner un peu, c'est pas mal. Ok, donc chouette. Eau chaude, isolation phonique. Indispensable pour le co-living. C'est ça. Et aussi, on a le problème d'humidité à cause des chambres. Dans les chambres, on met donc une salle d'eau. Ouais. Donc, il faut mettre des VMC puissantes, mais aussi silencieuses, puisque ça donne sur la chambre. Parce que tu n'as pas de fenêtre dans les salles d'eau.
Non, parce que c'est vraiment la plupart, hein. Il y en a que 2 chambres qui ont une vraie pièce salle d'eau avec une fenêtre. Les autres, c'est un recoin de la chambre. Donc ça fait pas cabine de douche, hein. J'ai vraiment fait des trucs sympas, mais ça fait quand même que la douche est ouverte sur la chambre, il n'y a pas de porte. Donc faut mettre une VMC qui soit puissante, mais sans faire trop de bruit. Donc il y a ça, sans oublier les fenêtres. Faut pas oublier la grille d'aération pour que ça ventile, qu'il y ait un flux d'air. Voilà, l'air circule. Et tu as mis quoi comme solution là, de VMC du coup? J'ai pas le nom en tête, c'est mes électriciens qui m'ont conseillé. Mais elle est centralisée ou c'est de la VMC autonome par chambre? Il y en a 5 dans la maison quand même. Il y a 5 moteurs de VMC. Ouais. Et puis, dernier point, il faut penser à l'organisation. Bon, on en a déjà un petit peu parlé, le planning de personnes responsables, déjà dans la coloc, et les espaces de stockage. Donc moi, j'ai pris la décision d'étiqueter les frigos, par exemple. Donc en fait, j'ai mis un gros frigo américain, donc à partager pour 4 personnes, et tous les autres, c'est des frigos sous plan de travail, et un frigo sous plan de travail pour 2 personnes, associé à un placard juste au-dessus pour les 2 mêmes personnes, et je mets chambre 1, chambre 2, chambre 1, chambre 2. Donc j'ai fait ça pour tout, ça permet de... même les nouveaux, en plus, quand ils sont peut-être un peu timides, au moins ils savent où ils mettent leurs affaires, et il n'y a pas de discussion, quoi. Chacun ses places. Ouais, très bien pour le stockage. Donc ça me fait rebondir sur la partie cuisine. Si tout le monde veut cuisiner en même temps, avec une plaque induction 4 feux, ça va être compliqué. C'est pour ça que j'ai mis, j'appelle ça la triple cuisine. C'est qu'une seule cuisine, mais c'est pour moi une triple cuisine parce qu'il y a 3 points pour cuisiner, donc 3 plaques avec 4 feux, plus 3 éviers. Ça, c'est génial, j'adore. Franchement, c'est vraiment un truc, un concept. Du coup, potentiellement, il peut avoir 1, 2, 3, 4, 6 personnes qui cuisinent en même temps. 2 sur chaque feu, ça se fait très bien, quoi. Ouais, carrément. Ok. Et la partie buanderie, pareil. Buanderie, 2 machines à laver, 2 sèche-linge. 2 machines à laver, 2 sèche-linge. Ok. Ça tourne tout le temps aussi, hein. Ouais, bah ouais. Les lave-vaisselle, il y en a 2, ça tourne tout le temps, enfin une fois par jour les 2. Et les machines, à chaque fois que j'y vais, ça tourne. Ouais, normal. Et comment ils étendent le linge? Tout au sèche-linge? Tout au sèche-linge. J'ai mis des fils dehors, mais ils n'utilisent pas. Ils ne l'utilisent pas, ouais. Sèche-linge, c'est la facilité. Ils ne payent pas les lecs en plus. Ouais, c'est donc, ça. Ouais, c'est dur de leur dire de faire ça. Ouais. Non, bah après, ça fait partie du lot. C'est pas grave, quoi. Ok. Bon, cool. Effectivement, c'est vraiment des trucs... pour quelqu'un qui n'a pas fait de co-living, tu vois, comme moi, j'ai jamais fait de co-living, je me dis, c'est des trucs à penser. Et puis finalement, ça doit être hyper atypique quand tu rentres dans une cuisine comme ça, avec 3 plaques, 3 éviers. Au final, si tu prends une photo isolée que tu sais pas que c'est un co-living... Alors attends, j'ai une anecdote là-dessus. Il y a eu un contrôleur pour l'installation du gaz. Il est arrivé, il dit, c'est une école de cuisine? Non, c'est une colocation. Non, mais c'est clair. Ça fait un peu... de toute façon, ça fait collectivité, quoi, hein, forcément. Ouais. Alors, encore la buanderie, ça va, je trouve que c'est light, tu vois. C'est pas une laverie, quoi. Ça va, t'es pas taille laverie. Mais la cuisine, oui, elle impose. J'imagine. Donc allez voir les photos sur la page Insta. Donc c'est coloc-du-bas saint-du-bas rock. Voilà. ROCH. Ouais, parfait. Et allez voir les photos et tout ça. Je pense que c'est quand même assez inspirant comme sujet. Ouais. Ok. T'as d'autres tips à nous donner sur la... Ça, c'est les particularités techniques principales. Après, pour le bail, bien sûr, le bail individuel. Hein. Ouais, par chambre. Obligé. Hein. De toute façon, le collectif, ça serait ingérable. Ouais, sur 14, c'est compliqué. Déjà, sur une coloc de 3-4 chambres, c'est compliqué. Donc, c'est ça. Ouais. Okay. Donc, ça marche très bien. Et comment tu gères sur place quand il y a, je sais pas, il y a un problème de plomberie, un dégât des eaux, comment tu fais? Je suis assez réactive pour l'instant. Ouais. C'est toi, du coup, qui a le contact direct avec chaque locataire? Ouais. En fait, j'ai fait une discussion WhatsApp. Je partage toutes les informations techniques ou s'il y a un problème. J'ai justement un exemple. La semaine dernière, en fait, il y a une colocataire qui me envoie un message comme quoi il y a une des plaques en fait, l'étincelle du gaz n'arrête pas. Donc, ça clic tout le temps. Donc, ils ont remonté le disjoncteur et ils m'ont appelé. Donc, du coup, j'ai mis sur le groupe. Donc, cette plaque ne fonctionne pas. Je m'occupe du SAV. En gros, j'ai appelé. Donc, du coup, tout le monde est au courant et puis ils savent que je prends les choses en main. En fait, j'essaye d'être très réactif parce que j'ai pas envie de faire une gestion comme une agence, en fait. J'ai envie d'être proche d'eux. C'est ce que j'ai voulu mettre en place au début, en final. Quand j'étais avec eux, je voulais vraiment participer et vivre, en fait, parce qu'en fait, limite, je suis jalouse d'eux, en fait. Ils vivent une vie magique parce que j'ai créé ça à mon image, ce que je voulais. Et au final, j'ai pas pu en profiter parce que, en fait, l'écart propriétaire-locataire, il est là et je l'ai vraiment senti. C'était impossible que je
c'était impossible en fait de vivre ce que j'avais envie de vivre dedans. Bah, en fait, on est dans un pays où c'est effectivement assez compliqué. Voilà. Il y a toujours une scission entre le méchant propriétaire et Exactement. le locataire exploité. Hein. Moi, vraiment, je vulgarise le truc et je fais C'est ça. une généralité, mais c'est un peu ça, on le vit, quoi. Ah, je l'ai bien senti. Ah ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que t'es quand même quelqu'un d'assez humain, qui, tu le dis, hein, t'as envie d'être proche de tes locataires et tout, et c'est quand même assez dommage de pas avoir le retour. Ah ben justement, ça me fait penser à un truc. J'ai été très déçue, larmes aux yeux. Hein. En fait, il y a eu les journalistes qui ont été intéressés à faire un article, le journal local, la Charente Libre. Donc, en fait, il y en a un locataire qui travaille à la Charente Libre. Il en a parlé un midi qui disait qu'il vivait avec 14 personnes. Donc, sa chef était super enthousiaste pour faire un article. Le journaliste arrive et il dit « Ah oui, mais moi, j'aimerais bien parler avec les locataires. » Bon, moi, j'avais anticipé, j'avais dit tel jour, il y aura un journaliste qui va venir pour écrire un article et faire une photo de nous tous. Et ben, en fait, il ne voulait pas. J'ai fait tout ça. En fait, pour vivre cette communauté et j'avais besoin de cette reconnaissance. Eh ben, ils m'ont même pas fait ce cadeau en fait. Ils voulaient pas montrer leur tête en fait. Et ils voulaient pas me donner ça, alors que j'ai fait tout ça pour eux en fait. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc j'en ai parlé à un des locataires après. J'en avais presque les larmes aux yeux. Je dis, je suis vraiment déçue. Et du coup, je lui ai dit, je comprends mieux pourquoi maintenant les investisseurs ne s'investissent pas humainement dans leurs investissements. C'est parce qu'au final, ils n'ont pas le retour. Et du coup, j'ai dit maintenant, ça, je vais traiter, mais vraiment cordialement. C'est fini, hein, les petits avantages que j'ai dans tous les sens, là, c'est fini, quoi. Du coup, t'as même pas eu cet article Je l'ai eu, ils l'ont eu, mais bon. je suis la seule sur la photo. Ouais, voilà. Malheureusement, ça aurait pu faire une photo conviviale avec tout le monde. Ouais, c'est l'esprit, en plus, c'est vraiment l'esprit. Mais l'article est sur mon Insta, donc vous pourrez toujours le voir. Ouais, cool. Voilà. Bon, merci Sophie. Sur la partie, justement, cette transition toute faite, où on peut te contacter, où on peut te suivre Alors, ma page Instagram, c'est Freedompreneur Sophie. Ok. Voilà. Freedompreneur. Pareil, underscore, enfin tiré du bas, Sophie. Tiré du bas, Sophie. Ok. Je partage mon quotidien. Là, ces 6 derniers mois, j'ai fait que des vacances. Donc, Ah ouais, donc c'est la page Insta qui fait rêver, c'est ça C'est ça. Après, entre chaque projet, j'aime me faire plaisir parce que j'ai pas eu cette chance quand j'étais jeune, donc je profite. Et là, j'ai eu 2 offres acceptées sur 2 projets aussi à Angoulême. J'en dis pas plus parce que rien n'est signé chez le notaire, mais ça va pas tarder, en tout cas pour un. Je sais pas si je vais réussir à décrocher les financements, espérons. Mais si ça se fait, ça va être génial. Enfin, là, je vais vraiment exprimer ma créativité. Ça va être pareil. Je copie pas un truc tout fait. Donc, je pense que je vais m'éclater. Donc, si vous voulez me suivre, je partagerai tout ça. Cool. On te suivra avec grand plaisir, Sophie. Merci beaucoup. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À chaque épisode, vous êtes toujours plus de gens et on a des bons retours. Donc, on est très, très content d'animer ce podcast. J'essaie de retrouver un rythme un peu plus régulier pour vous faire partager des expériences toujours aussi riches comme celle de Sophie qui est quand même assez intense, hein, finalement, ça s'est bien accéléré et puis le co-living c'est vraiment un sujet très intéressant. Donc je vous le rappelle, ce podcast il est gratuit, hein, forcément, voilà, vous pouvez l'écouter sur n'importe quelle plateforme, en voiture, en courant, dans les transports, ce que vous voulez. Honnêtement, ça me prend pas mal de temps, ça me coûte un peu d'argent, ça me rapporte absolument rien. Donc, si vous voulez vraiment laisser un petit peu de retour, comme disait Sophie tout à l'heure, on parlait de retour par ses locataires, juste laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée et partagez le podcast autour de vous. Suivez notre page aussi, c'est Money Tree Podcast sur Insta, Money Tree Podcast aussi sur LinkedIn. C'est important parce que c'est un réseau que j'essaie de développer aussi de plus en plus. Donc, merci beaucoup de votre écoute et encore merci Sophie. Merci j'espère Julien. que tu as aimé l'expérience. J'ai adoré. Voilà. Ok, à bientôt. Merci, Ciao. au revoir. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.